Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Pierre-Carl Péladeau, le nouveau chef du Parti québécois, a annoncé qu'il allait créer l'Institut de recherche sur l'indépendance du Québec. Ça, c'est une excellente idée, en autant que cet institut ne se contente pas de nous répéter les vieux arguments perdants qu'on entend depuis 50 ans. Parce que depuis le référendum de 1995, le Québec a beaucoup changé. Les jeunes, notamment, ne se retrouvent plus dans les discours de chiens battus. Ils sont comme PKP, ils se voient comme des gagnants. Ça ne les touche plus, le charisme de victimes de gens comme René Lévesque ou Lucien Bouchard, c'est-à-dire de gens qui s'arrangent pour que leur plus grande victoire se transforme en défaite. En 1998, ça faisait pas quelques minutes que Lucien Bouchard venait de gagner un gouvernement majoritaire qu'il est venu nous dire qu'il n'avait pas le pourcentage pour gagner un référendum. Autrement dit, il ne venait pas de gagner, il venait de perdre. Les jeunes d'aujourd'hui, et c'est exactement la même chose avec les immigrants, ils ne veulent plus entendre de pleurnicheries de perdants. Ils veulent entendre du positif. Ils veulent se faire dire que l'indépendance, ça va être une affaire payante, qu'elle va les rendre puissants, qu'ils vont pouvoir aller partout sur la planète pour défendre leurs valeurs et leurs intérêts. Et surtout, que l'indépendance, ça va être bénéfique à l'environnement. Les jeunes veulent se faire dire qu'un Québec indépendant n'aura plus la puissance politique de l'île du Prince-Édouard, qui est 56 fois moins peuplée que le Québec. Ça, c'est l'idée de l'égalité des provinces, si chère au Canada anglais. Les jeunes veulent se faire dire que le Québec indépendant va être aussi puissant que n'importe quel autre pays indépendant, mais qu'en plus, il va contrôler toutes les communications du Canada de l'Est, qui est obligé, pour de strictes raisons d'économie, de passer par la vallée du Saint-Laurent. Si vous voulez que les jeunes votent oui, vous devez leur expliquer qu'un Québec indépendant va pouvoir faire comme tous les autres pays du monde qui contrôlent un corridor de passage stratégique comme la vallée du Saint-Laurent et qu'il va avoir le droit d'imposer des droits de passage. Ils veulent également entendre qu'on va ramener de Toronto et d'Ottawa tous les gros emplois à 100-150 000 $ qui sont actuellement payés en Ontario pour gérer l'économie du Québec de l'extérieur. Et surtout, ils veulent se faire dire que l'indépendance, ça va être bénéfique pour l'environnement. Or ça, c'est très facile à faire, étant donné que, comme je l'ai montré ailleurs, le Canada habité est une longue bande de territoire de sens est-ouest qui a 5000 km de long et seulement 300 km de large. C'est là que vit 90% de la population. Or, pour faire fonctionner un pays aussi démesurément allongé, il faut dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources et surtout notre argent, c'est-à-dire en abîmant l'environnement, pour obliger notre économie à fonctionner de l'est vers l'ouest, alors que le fleuve Saint-Laurent, lui, coule de l'ouest vers l'est. Pire, un Canada aussi démesurément allongé dans le sens est-ouest est perpendiculaire à tous les autres axes géographiques de sens nord-sud du continent nord-américain. En faisant l'indépendance, on va rétablir le sens normal d'écoulement de l'économie du Québec, qui est comme le fleuve Saint-Laurent, qui va de l'ouest vers l'est. Et on va également renforcer l'axe nord-sud naturel au continent, un axe qui est tellement important qu'aujourd'hui, 70% des exportations du Québec se font dans un sens nord-sud avec les États-Unis. Si on ajoute à ça toutes nos exportations à l'international, il ne reste pas grand-chose pour l'axe est-ouest du Canada anglais. Autrement dit, en faisant l'indépendance, le Québec va pouvoir produire le maximum de richesses en créant le minimum de dommages pour l'environnement. En fait, ça va aller beaucoup plus loin que ça, étant donné que l'Alberta, qui produit un pétrole sale, n'a pas d'accès à l'océan et qu'elle est obligée, pour des raisons d'économie, de faire passer ses pipelines à travers la vallée du Saint-Laurent. Ça veut dire qu'un Québec indépendant va pouvoir réduire la consommation de ce pétrole sale en augmentant son coût, c'est-à-dire en imposant des droits de passage. Ce qui fait que, comme le prix va monter, les gens vont être incités à utiliser d'autres formes d'énergie. Mieux, on va pouvoir se servir de ces taxes sur le pétrole sale pour financer l'électrification des transports au Québec. Ça va encore plus loin que ça, étant donné que comme le Québec est le paradis des petites voitures et de l'hydroélectricité, le fait de devenir indépendant, on va arrêter d'améliorer le bilan environnemental du Canada. Autrement dit, d'un coup, le Québec hydroélectrique va monter, alors que le Canada qui produit du pétrole sale va baisser. Ça veut dire
qu'à long terme, la communauté internationale va obliger le Canada à payer chaque année au Québec des milliards de dollars en crédits de carbone. Les crédits de carbone, c'est le système qui est actuellement mis en place un peu partout sur la planète pour obliger ceux qui polluent beaucoup à donner des milliards de dollars à ceux qui polluent moins. C'est ça que les jeunes et les immigrants veulent entendre, et c'est ça que devrait commencer à dire l'Institut de recherche sur l'indépendance du Québec de Pierre-Carl Péladeau. Un autre mandat de l'Institut de PKP, ça devrait être de changer les mentalités au Québec et de faire disparaître les discours de perdants. Par exemple, les indépendantistes au Québec doivent arrêter de répéter des arguments de propagande des fédéralistes. Ils doivent arrêter de croire, de dire ou de laisser entendre que l'indépendance, ça va coûter cher et que ça va déclencher des années de turbulence, comme a déjà dit Pauline Marois. Pauline Marois n'a pas seulement eu tort de le dire, elle avait tort de le croire. Les indépendantistes doivent aussi cesser de répéter que la population ne veut pas d'un troisième référendum. Ben oui, évidemment, c'est sûr que c'est ça que les sondages vont montrer si nous ajoutons nos voix à celles des fédéralistes. On doit aussi cesser de parler du troisième référendum comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré qu'il ne faut surtout pas perdre. Ce qu'il faut dire à la population, c'est que la démocratie, c'est toujours bon, et que nous, on voudrait qu'il y ait beaucoup plus souvent des référendums sur une foule de sujets, de façon à connaître l'opinion de la population, comme en Suisse. Parce que les référendums, c'est la forme supérieure de la démocratie. Un référendum, ça se gagne à 50% plus une voix sur un seul sujet. Alors qu'une élection, par exemple, ça se gagne avec 40% des voix en parlant de toutes sortes de sujets futiles comme les hésitations, les grimaces ou les couleurs de cravate des candidats. N'oublions pas que dans un pays démocratique, la seule chose qui soit au-dessus de la Constitution, c'est la décision majoritaire de la population à 50% plus 1. Quand nos fédéralistes nous disent qu'ils ne veulent pas de troisième référendum, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que la démocratie, c'est nuisible. Alors, si c'est si nuisible, allons jusqu'au bout et éliminons même les élections. Le problème va être réglé. Dans les faits, nos fédéralistes ont des idées qui ressemblent un peu à ça. Par exemple, au lieu de convaincre la population que le fédéralisme, c'est supérieur à l'indépendance, ils ont décidé carrément de détruire leur propre patrie avec une immigration massive de façon à l'empêcher de se défendre. Récemment, ils ont même lancé l'idée qu'il faudrait permettre aux réfugiés syriens d'aller étudier en anglais dans les écoles anglaises qui sont en train de se vider. L'idée derrière ça, c'est que ces gens-là ont tellement souffert que ce serait cruel de leur imposer en plus un enseignement en français. Le français, c'est une torture. Dans les faits, le but de nos fédéralistes a toujours été le même. Angliciser le Québec français. Au lieu de faire, comme fait le Canada anglais avec sa minorité francophone, en lui fournissant des services là où le nombre le justifie, c'est la formule officielle utilisée au Canada anglais, nos fédéralistes ont décidé de garder ouvertes, à coups de millions, des écoles anglaises presque vides, en attendant le moment où les francophones vont être devenus tellement faibles qu'ils vont enfin pouvoir rétablir la liberté de choix de la langue d'enseignement. Au Québec, tout le monde se sert de l'indépendance pour se faire élire. Les fédéralistes s'en servent pour faire peur aux peureux, et les chefs souverainistes s'en servent pour convaincre leurs militants de travailler d'arrache-pied et gratuitement pour les faire élire. La vérité, c'est que depuis le début, la plupart de nos chefs souverainistes ont été en conflit d'intérêts. C'est-à-dire que même quand ils étaient de véritables indépendantistes, leur but premier était de se faire élire. Or, comme les fédéralistes les ont convaincus que l'indépendance était nuisible, ils ont toujours cherché à la cacher pour se faire élire. Et pour pas qu'on rouspète, certains nous ont dit qu'ils avaient développé une stratégie secrète pour la faire. Un peu comme si les fédéralistes n'avaient pas des micros partout et des infiltrés partout pour les informer de la fameuse stratégie secrète. Dans les faits, cette stratégie secrète, elle est destinée à nous, les militants, qui ignorons si, comment et quand nos chefs veulent faire l'indépendance. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui dans le Parti québécois toute une série d'électoralistes qui calculent qu'à la prochaine élection, ils vont pouvoir une nouvelle fois nous jouer les mêmes tours qu'ils nous jouent depuis le référendum de 1995. Heureusement, cette fois-ci, nous allons avoir le chef avec nous, Pierre-Carl Péladeau. Parce que tout va dépendre du chef. PKP doit absolument mettre un terme au débat
sur des questions qui ont été depuis longtemps discutées et réglées par des gagnants comme Jacques Parizeau. Entre autres, il doit nous informer sur le moment où il va tenir son référendum, de façon à ce que la population puisse concentrer ses énergies en conséquence. Et le moment de ce référendum doit être au début d'un premier mandat, et ça pour deux raisons. D'abord, pour éviter que son gouvernement ne se fasse détester de la population en coupant à gauche et à droite avant de poser la question référendaire à la population. Et deuxièmement, pour avoir le temps de réaliser l'indépendance et de réformer l'État du Québec avant l'élection suivante. Il y en a qui disent qu'il faudrait renforcer l'État québécois avant de faire l'indépendance. C'est l'inverse. Il faut faire l'indépendance pour renforcer l'État québécois, notamment en se servant des bénéfices de l'indépendance. Parce que la seule étape absolument essentielle et indispensable pour faire l'indépendance, c'est d'obtenir la permission de la population à 50% plus 1. Tout le reste en découle. Or, comme tout le reste en découle, il faudrait que la question posée à la population soit simple et claire et ne portée que sur un seul sujet, l'indépendance. Et ça pour deux raisons. D'abord, parce qu'il faut éviter que nous fournissions nous-mêmes à des indépendantistes des raisons de voter non, en incluant des changements sur le mode de scrutin ou sur la Charte des droits et libertés. Et la deuxième raison, c'est parce que la Cour suprême du Canada oblige désormais le Canada anglais à négocier avec le Québec si ce dernier obtient une majorité claire à une question claire. Comme ce sont justement des négociations que la population veut, il suffira de lui dire que c'est pour les obtenir qu'on pose une question si claire et simple, et on n'entendra plus jamais parler du problème de la question référendaire. Une autre chose que doit faire PKP, c'est refaire la coalition des indépendantistes qui a été défaite par ses prédécesseurs qui voulaient seulement se faire élire. Ici, PKP va avoir besoin de l'aide de la société civile qui devra convaincre les dirigeants de Québec solidaire, notamment qu'en divisant le vote francophone, ils favorisent la réélection des libéraux qui font exactement l'inverse de ce que veut faire Québec solidaire. Comme les différents partis indépendantistes ont des visions différentes de ce que devrait être un Québec indépendant, ils devraient signer une entente de convergence qui prévoirait qu'après la victoire du oui, le processus se continuerait par la création d'une constituante qui serait chargée d'écrire la constitution d'un Québec indépendant. L'idée ici, ce serait de s'organiser pour gagner en organisant tout ça comme une fusée à étages qui réglerait un problème à la fois. En agissant comme ça, les indépendantistes empêcheraient les libéraux de cacher le bilan de leur gouvernement sous une élection référendaire, une élection qui, s'ils la perdaient, leur permettrait de demander un vrai référendum sur la question. Pire, si on avait la bêtise de faire un tel référendum en fin de mandat, les libéraux auraient une troisième chance de gagner lors de l'élection suivante. Si on veut gagner, une autre chose qu'il faudra faire, ça sera de se servir des années passées dans l'opposition pour convaincre la population, exactement comme l'avait fait un gagnant comme Jacques Parizeau avant le référendum de 1995. Or, c'est ici que l'Institut de recherche sur l'indépendance de PKP va jouer un rôle essentiel. Dès qu'on a appris que PKP voulait créer un tel institut, moi et tout un groupe qui est parrainé par Bernard Landry, on s'est mis au travail pour présenter à PKP un projet complet sur la question. Un projet dont je veux maintenant vous parler. J'en présente une copie en annexe. La première chose qu'on a compris, c'est qu'il ne fallait pas appeler ça l'Institut de recherche appliquée sur l'indépendance du Québec, parce que ça sonne comme l'Irak, ou pire, comme l'IRA du Québec. C'est une erreur. Il faudrait appeler ça l'Institut de recherche sur l'indépendance du Québec, parce que ça fait lyrique, comme la poésie lyrique. La deuxième chose qu'on a compris, c'est que l'Institut devrait être une organisation sans but lucratif qui serait complètement indépendant du contrôle des partis politiques, et qui serait dirigé par un groupe de personnalités connues dont la principale tâche serait de réviser et d'approuver tous les produits de l'Institut. Comme l'Institut manipulerait des idées qui sont très légères et qui peuvent voyager très vite et très loin, il aurait besoin seulement d'un petit bureau et de quelques employés permanents. L'idée ici, ça serait de se servir de tout le cerveau collectif du Québec
en utilisant l'Internet pour rejoindre les leaders d'opinion et les penseurs qui sont distribués dans toutes les régions du Québec. Il y aurait un va-et-vient d'idées entre le centre et les régions de façon à organiser tout le projet pour régler les problèmes de chaque région et de chaque groupe particulier. Ce qu'on propose là, il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est par exemple ce qu'ont fait les Arabes lors du printemps arabe pour contourner les médias traditionnels qui étaient contrôlés par les gens en place. Si vous allez sur Internet et que vous tapez Open Source Intelligence, vous allez voir que ces systèmes-là de nos jours sont devenus vraiment très développés. La mission première de l'Institut devrait être de renouveler les arguments des indépendantistes en disant toujours la vérité, même quand ça nous défavorise, parce que c'est comme ça que l'Institut va se créer une crédibilité auprès du grand public. Comme notre but doit être de gagner, c'est-à-dire d'accumuler le maximum de votes oui, l'Institut devrait ne parler que d'indépendance et laisser tous les autres sujets de discussion à la constituante qui sera créée après l'indépendance. Pour gagner, l'Institut devra travailler en fonction de 3 axes d'attaque. L'axe moral, l'axe géopolitique et l'axe économique. Le domaine moral sera le plus important, parce qu'il est urgent d'apprendre aux Québécois à ne plus se laisser donner des leçons de morale par des gens qui valent moins qu'eux dans ce domaine-là. C'est nous qui avons le passé et le présent presque sans tache dans le domaine des droits de l'homme. Et c'est nous qui allons faire l'indépendance de la façon la plus exigeante, c'est-à-dire par référendum. Dans toutes les discussions visant à déterminer si le gouvernement donnera telle somme d'argent ou telle autre à tel ou tel groupe après l'indépendance, il faut toujours commencer par se poser une question de nature morale. Par exemple, il faut se demander, est-ce que cette somme d'argent-là leur appartient en droit? Est-ce que c'est à eux? Si c'est à eux, on leur laisse s'ils l'ont et on leur donne s'ils ne l'ont pas. Si par contre, la réponse c'est non, c'est-à-dire que cette somme d'argent-là ne leur appartient pas et qu'ils l'ont, on a le droit de leur enlever pour le transférer à ceux à qui ça appartient et qui en ont besoin. Une autre question de nature morale qu'il faut toujours se poser, c'est est-ce que c'est normal de faire telle ou telle chose? Est-ce que les autres peuples le font? Si les autres peuples le font, on le fait. Et s'ils ne le font pas, on ne le fait pas, parce que c'est certainement pas moral. Notre but doit être de montrer aux Québécois que ce qu'on propose, ce n'est pas du radicalisme ou de l'extrémisme, mais que c'est quelque chose qui est bien, bon, beau, vrai, juste, acceptable et moral. Avec des arguments moraux inattaquables. On pourrait même faire reculer la Cour suprême du Canada, dont les juges sont supposément censés défendre la justice et l'équité, c'est-à-dire défendre le droit plutôt que le tout croche. Si les arguments moraux seront les plus importants, ce seront les arguments géopolitiques qui seront les plus convaincants. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Québec indépendant va pouvoir s'enrichir en exploitant sa position stratégique unique. Dans tous les autres pays, l'indépendance, ça a été payant. Personne n'a regretté, personne n'a reculé. Et nous, en plus de ça, on va pouvoir s'enrichir en taxant toutes les communications du Canada de l'Est qui sont obligées de passer par chez nous. Pour rejoindre la population et lui expliquer tout ça, l'Institut devrait bien sûr faire un usage maximum de l'Internet, mais il devrait surtout s'arranger pour rester constamment dans l'actualité. L'erreur à ne pas commettre ici, ça serait de travailler en comité fermé pendant un an et demi pour ensuite publier un gros rapport qui passerait 5 minutes aux nouvelles, que les fédéralistes qualifieraient de propagande et qui serait tout de suite oublié. Ici, la stratégie de l'Institut, et ça c'est absolument primordial, devrait être de se donner un échéancier s'étendant sur 3 ou 4 ans pour publier des rapports réguliers, des rapports qui seraient courts, écrits dans un langage compréhensible par toute la population et qui surtout seraient lancés dans la population en fonction de l'actualité. Par exemple, c'est quand le fédéral va nous annoncer quel va être le montant des péages sur le pont Champlain, que ce serait le temps de publier le rapport montrant que 80% du coût du nouveau pont Champlain vont être causés par les gros bateaux qui vont passer gratuitement en dessous. Ce qu'il faudrait dire à la population, aux automobilistes, c'est que ce n'est pas 100% des péages qu'ils devraient payer, mais seulement 20%.
Ça sera la même chose quand le fédéral va nous annoncer que le pipeline Énergie Est va passer gratuitement à travers le Québec. Ça sera le moment de publier le rapport montrant toute la liste des péages qui existent dans le monde quand un pipeline étranger traverse un pays, etc., etc. Autre chose, pour que tous les citoyens aient un accès facile aux découvertes de l'Institut, il faudrait que ce dernier crée un site Internet sur lequel il y aurait un index facile à utiliser avec des mots-clés qui donnerait un accès facile à toutes les découvertes, tous les rapports de l'Institut. Pour pouvoir tirer le maximum des médias traditionnels qui sont contrôlés par les fédéralismes, qui sont bien obligés d'interroger les leaders souverainistes, l'Institut devrait créer des cours de formation à destination des leaders d'opinion et surtout des députés qui ont régulièrement des micros sous le nez et qui, comme ça, sauraient quoi répondre en faveur de l'indépendance. Dans ce domaine-là, Père Carl Pelado a tout à fait raison. Les députés du Parti québécois, qui sont grassement payés, devraient utiliser les années passées dans l'opposition pour faire le tour des régions, des cégeps, des universités, etc., avec des leaders locaux, pour faire la promotion de l'indépendance. Les sondeurs montrent qu'au Québec, la vaste majorité des gens, et notamment chez les jeunes, se disent québécois d'abord. Si on leur prouve que l'indépendance, ça va être payant, ils vont voter oui. Je vous engage fortement à diffuser largement cette vidéo autour de vous. Et c'est exactement la même chose avec le livre numérique que j'ai mis sur Amazon.ca et qui donne toutes les bases des notions dont je me suis servi pour faire toutes mes vidéos. À la prochaine!